Bonjour à toutes et à tous. Les Confidences littéraires ont la chance de venir aujourd'hui à la rencontre de l'écrivain Jean-Michel Ganassia à l'occasion de la sortie chez Albin Michel de son dernier roman, Les Terres Promises. Bonjour Jean-Michel Ganassia. Bonjour Nathalie. Je me propose pendant cette petite heure que nous allons passer ensemble d'aborder avec vous votre actualité et votre dernière parution, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours, vos coups de cœur littéraires, cinématographiques plus récents et la musique qui vous accompagne, puis quelques questions ayant trait à votre rapport à la littérature et à l'écriture. Et enfin, dans la dernière partie de notre entretien, je vous demanderai si vous avez un objet auquel vous êtes particulièrement attaché ou pas, et si oui, pourquoi. Et si vous en êtes d'accord, je vous demanderai de nous lire quelques pages de votre dernier livre. Jean-Michel Ganassia, vous avez exercé la profession d'avocat, puis êtes devenu scénariste, auteur dramatique et écrivain. En 1986, vous publiez votre premier roman, un roman policier pour 100 millions. Je le précise parce que ce genre du polar a laissé des traces dans vos écrits par la suite, dans ce sens du rebond. Voilà. Pour autant, votre éditeur Albin Michel présente Le Club des Incorrigibles Optimistes, publié en 2009, comme le premier roman d'un inconnu de 59 ans. Roman qui sera très largement récompensé par le prix Goncourt des lycéens 2009, le prix des lecteurs du livre de poche 2012 et par le prix 2010 des lecteurs de notre temps. Viendront ensuite La vie rêvée d'Ernesto G, Trompe la mort, La valse des arbres et du ciel, de l'influence de David Bowie sur la destinée des jeunes filles. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer votre dernier livre, Les Terres Promises, présenté comme la suite du Club des Incorrigibles Optimistes. Roman dans lequel vous aviez reconstitué les années 60, la guerre froide, la question algérienne, l'apparition du rock and roll, et vous nous aviez proposé une chronique mélancolique d'une adolescence. Dans votre nouvel opus de 1964 à 2007, de Paris à Alger, en passant par Tel Aviv et Saint-Pétersbourg, nous retrouvons une partie de nos incorrigibles optimistes. Alors, ils nous ont manqué, nos amis. Ils nous ont vraiment manqué et je vous en remercie. Michel Martini est au cœur de tous ces personnages. 17 ans, son bac en poche, il s'inscrit en fac de lettres. Ses projets, rejoindre Camille, qui est partie vivre dans un kibboutz en Israël, découvrir le monde avec son Laïka, et retrouver Cécile, la bien-aimée de son frère Franck. Franck a disparu. Communiste convaincu, il n'est jamais revenu d'Algérie. Après sa désertion, préférant consacrer sa vie à changer le monde. Pris dans le tourbillon de leurs amours, de leurs secrets, de leurs amitiés et trahisons. Michel, Camille, Cécile, Franck, Igor, Louise, Jimmy et tant d'autres, les derniers incorrigibles optimistes ont tous au cœur les grandes espérances de cette période pleine de tumultes, chaque personnage porte en lui un destin exceptionnel. Pendant plus de 600 pages pour notre plus grand bonheur de lecteur, vous nous embarquez à un train d'enfer dans ce roman choral avec un sens du rebond remarquable. Nous suivons tantôt avec délice, peur, joie, impatience, surprise, tristesse, tous vos personnages qui tenteront de se faire une place dans ce monde en pleine mutation. De la décolonisation à l'effondrement du bloc soviétique, des mirages de la société de consommation aux tentatives mystiques, vous retracez avec maestria la fresque vibrante et empathique d'une époque, le récit magistral de nos illusions. Cher Jean-Michel Ganassia, pouvez-vous nous parler de votre dernier livre? Et tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de nous donner la suite de nos incorrigibles optimistes? Quand j'ai commencé à... Les incorrigibles optimistes, c'est une histoire qui a occupé une grande partie de ma vie, puisque la première fois où j'y ai pensé, c'est en 1986. Donc vous voyez, c'est il y a longtemps, à la parution d'un livre exceptionnel d'un critique d'art qui s'appelle Alain Jobert, très connu pour la série Palette, et qui montrait les photos truquées. Donc c'était un livre sur le premier grand livre d'art sur les photos truquées. Donc on voyait la photo originale et la photo avec le personnage qui avait disparu. Et à l'époque, moi j'étais scénariste, surtout pour la télévision, toujours à la recherche de sujets, et je me suis dit, ça c'est un sujet en or, l'histoire du type qui fait disparaître les autres, le truqueur, celui qui efface, surtout s'il efface quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un qu'il aime. Et pendant des années, je suis resté avec cette idée en tête. C'était un sujet faustien, magnifique. Quand j'en parlais autour de moi, je voyais du scepticisme.
la télévision française n'était pas particulièrement ouverte à des sujets aussi compliqués. Et puis, j'avais une autre idée depuis très longtemps qui était raconter la transmission de la poésie. C'était l'histoire de Nadejda Mandelstam, la femme d'Ossip Mandelstam, qui était un personnage de Fahrenheit 451. Elle a appris tous les poèmes d'Ossip Mandelstam. Et à la chute du mur de Berlin, elle nous les a ressortis racontant son histoire, comme Anna Akhmatova, comme Isaac Babel. C'était des personnages Et je savais, c'était un beau sujet, je ne savais pas comment le raconter. Et j'avais une histoire que j'avais moi-même plus ou moins vécue, qui était la rencontre d'immigrés d'Europe de l'Est dans un café qui était place d'Enfer Rochereau, où j'avais croisé un jour Sartre et Kessel en train de jouer aux échecs et en train de rigoler tous les deux. Et on voyait, moi j'allais, parce que j'étais lycéen à l'époque, jouer au baby-foot. Je croisais Sartre qui écrivait, puisqu'il habitait boulevard Raspail. C'était une icône, on le connaissait parce qu'il était célèbre à la télévision, on ne lui parlait jamais, il fallait les laisser tranquilles. Et puis c'était des gens qui venaient d'Europe de l'Est, qui avaient des accents, qui n'étaient pas bien habillés, mais qui rigolaient beaucoup aussi, malgré leur vie difficile. Et pendant des années, je me suis demandé comment j'allais raconter leur histoire. Et puis, à un moment, les histoires se sont connectées les unes avec les autres. C'est devenu le club. J'ai eu envie d'écrire un vrai roman. Et c'est pour ça que c'est mon premier roman, parce que l'autre, c'est pas vraiment, c'est un roman très, très court. C'était un scénario raté de cinéma. Et quand j'écrivais le club, j'allais raconter la suite. Là, le roman ne s'arrêtait pas à la mort de Sacha, c'était la première époque. Et quand quand j'ai publié ce roman chez Albin Michel, j'ai travaillé sur la suite. Et j'ai jamais trouvé la suite. J'étais bloqué. Qu'est-ce qui a déclenché? Quel est l'élément déclencheur de la suite? Alors, du coup, parce que on a attendu. Tout à fait. Parce que quand on a lu le premier, évidemment, on a envie de lire le deuxième, et donc je confirme qu'il faut lire parce que c'est une merveille. Il s'est trouvé que le club a eu un énorme succès. Critique, populaire, auprès des libraires, 21 traductions, d'énormes succès à l'étranger, complètement imprévisibles, en Italie, en Grèce, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre. Enfin, bon. Et je ne voulais pas écrire une suite pour une suite, et que les gens disent « ouais, bof, il a fait une suite », mais je voulais être à la hauteur. Et je savais que pour être à la hauteur, il fallait que ce soit un roman autonome, indépendant. Ça veut dire qu'il ait son histoire, que les gens qui n'avaient pas lu le premier puissent lire le second de façon indépendante. Et je ne trouvais pas, et en plus j'avais des personnages qui me bloquaient. J'avais le personnage de Cécile qui me bloquait. J'étais parti dans une histoire, une intrigue amoureuse entre Cécile et Michel, qui était latente dans le club, et ça fonctionnait pas. Et quand j'écrivais la suite, après le club, je m'étais dit, je me donne une année, et au bout d'un an, si je n'ai pas trouvé la suite, je laisse tomber. Et je suis passé à La vie rêvée d'Ernest Auger, qui est un vrai roman, qui était l'histoire d'un homme qui aurait pu être membre du club s'il s'était sauvé, mais il ne s'était pas sauvé. Et à chaque fois, je revenais sur le club, sur la suite. Et à chaque fois, je bloquais, à chaque fois, j'étais coincé. J'ai écrit Trompe la mort, pareil, je revenais et je bloquais. Et il y a 4 ans, lors d'un voyage à Moscou, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai trouvé la suite, comme ça, en une seconde. Et c'était d'une façon, moi j'allais à Moscou pour voir les églises, pour voir les icônes, pour voir les fresques, pour voir les musées. C'est une ville fabuleuse pour ça. Et j'étais stupéfait. Alors, lors d'une balade en bateau-mouche sur la Moskova,
j'aperçois sur la voie sur berge, il y a une voie sur berge sur la Moskova, une file d'attente de 6 à 7 personnes avançant de front sur 7 à 8 km. Incroyable. Invraisemblable, enfin une file bon, qui aboutit à la cathédrale du Christ Sauveur, qui surplombe la Moskova, cathédrale qui a été dynamitée par Staline pour en faire une piscine, reconstruite en 91 par Eltsine, Boris Eltsine, à l'identique. Quand on visite cette cathédrale, on a l'impression qu'elle est moyenâgeuse, extraordinaire. Et sur le parvis de cette cathédrale, 15-20 000 personnes entassées pour rentrer dans la cathédrale. Le soir, je dîne avec mon éditrice russe. Je pose la question, je dis, qu'est-ce que c'est que cette foule? Elle me dit, ah, mais ça, c'est le pèlerinage de Saint-Nicolas. Tous les 4 ans, on montre les reliques de Saint-Nicolas. Et cette année, il y a 700 000 personnes pour venir voir les reliques de Saint-Nicolas. Et effectivement, à d'autres, je comprends la raison des centaines de cars qui encombrent la ville. Et partout où je vais, à Moscou, mais en dehors de Moscou, dans d'autres villes, je suis surprise de voir les églises bondées, mais pleines. Pleines de gens qui vont pour prier, pas pour eux. Moi, j'y vais pour voir les fresques et les icônes. Eux, ils y vont pour prier. Et dans les églises russes, il n'y a pas de chaise, on ne s'assoit pas. Il n'y a pas de banc. On est debout pour écouter ce qu'on appelle la divine liturgie, c'est-à-dire la messe en orthodoxe. Messe qui dure 3 à 4 heures systématiquement. Très belle, mais interminable. Et une foule qui vient avec ferveur, et pas seulement des vieilles babouchkas avec des fichus fleuris, des vieux, comme on voit dans nos églises françaises, mais des jeunes, des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pas seulement des femmes aussi, enfin, majorité, mais 30-35% d'hommes aussi jeunes. Et partout, la ferveur, partout, là, on sent la foi dans des églises qui sont impeccables. Il n'y a pas une vis qui manque, il n'y a pas une... Elles ont été refaites à neuf, partout, alors que moi j'ai vu des églises russes à l'époque en ruine, délabrées. Là, elles sont toutes flambantes neuves. Et je me dis, mais c'est ça le sujet du roman. Comment on passe du communisme à la foi? Comment, dans un pays qui, pendant 70 ans, a vécu dans une dictature difficile, dont 40 ans d'une dictature très dure, dans laquelle la religion, c'était l'opium du peuple. Pas interdite, fortement déconseillée, où il y avait que les vieux qui n'avaient rien à perdre, qui allaient dans des églises qui tombaient en ruine. Et des gens qui n'ont aucune culture religieuse, à qui on a coupé tout contact avec la religion, tout d'un coup elle explose, complètement. Elle remplit la vie des gens. Et on ne comprend rien à la Russie si on ne comprend pas la ferveur populaire et à quel point le pouvoir politique s'appuie sur la religion orthodoxe et à quel point la religion orthodoxe s'appuie sur le pouvoir politique. Poutine et le primat de Moscou, ils pourraient se paxer pratiquement. L'un s'appuie sur l'autre, et quand Poutine disparaîtra, le prochain s'appuiera sur l'Église orthodoxe. Et je me suis dit, mais c'est ça le sujet du roman. Comment on passe du communisme à la foi, à la croyance, à la ferveur religieuse, à l'espoir dans une vie qui sera dans l'au-delà. Et ça me rappelait bien sûr le mot de Malraux, le XXIe siècle sera religieux ou pas. Ça faisait écho à ce qu'on vit dans le monde entier, en France, avec certaines religions, à l'intégrisme, un peu partout, aux fondamentalistes, au Brésil, aux États-Unis. Et je me suis dit, c'est ça le sujet du roman.